Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 9 octobre. Des projections, des performances et une exposition. Samedi, la commanderie à Elancourt a fait nuit blanche. Pour ce rendez-vous, le corps humain était au rendez-vous. Un bond de 200 ans, ce week-end Rambouillet va vivre en 1811 avec Napoléon Ier. L'empereur profite alors du domaine en famille, de nombreuses animations sont programmées. Un danseur, 4 musiciens autour d'une création. In Between raconte l'entre-deux, celui d'art différent, d'histoires différentes. La création est jouée la semaine prochaine à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt. La commanderie a fait durer le plaisir ce samedi. Le site participait à la Nuit Blanche, un événement culturel initié sur Paris. Jusqu'à minuit, curieux et passionnés se sont plongés dans le mouvement et le corps humain. Regardez. 21h, elle brillait pour accueillir le public. Pour sa première soirée sous son nouveau nom, la commanderie donnait au public des étoiles plein les yeux en faisant nuit blanche. C'est une manifestation nationale pour faire reconnaître tout ce qui est dans le domaine de la culture. Les acteurs du territoire qui sont en résidence chez nous, mais qui en même temps développent dans leur partie, dans leur art et tout, qui développent ce que représente l'art de vivre et le territoire de Saint-Quentin. Une soirée placée sous le signe du corps humain, du mouvement. Un corps humain qui devient constellation. Avec sa nouvelle installation, l'artiste Mafloé Pasdoué entraîne au cœur de la voûte céleste. Une heure existe parce que l'être est là au cœur et interagit avec elle. C'est ce qui m'intéresse parce qu'elle est toujours renouvelée. Elle se comporte de façon différente en fonction des comportements du public. C'était vraiment l'intention de créer des corps stellaires. C'est avec la structure de notre squelette qui est détectée par caméra infrarouge, arriver à ce que chacun crée sa propre constellation et qu'elle soit enregistrée dans un ciel étoilé virtuel. Cette nuit blanche était aussi l'occasion de lancer la nouvelle exposition de l'Atelier des Sciences. Elle est à découvrir jusqu'au 25 novembre. Un mot de solidarité à présent. Le 15 octobre prochain, au Théâtre de la Madeleine à Paris, Free Spirit vous emmène au pays des rêves, celui d'un enfant qui va croiser autant de personnes bienveillantes que malveillantes. Ce collectif d'artistes a pensé création dansée et costumée avec près de 200 participants. Leur particularité, ils sont tous bénévoles. Les fonds du spectacle sont entièrement reversés à une association, Sandrine Ferrand et Rambolitaine. Elle fait partie de l'aventure et elle nous en dit un peu plus. On crée le spectacle de façon sur le système de la collaboration et chacun a son mot à dire, moi-même et tous les autres, et c'est vrai que ça, y a un partage, voilà, qui est dont les résultats sur scène est très coloré, varié. Au-delà de faire un beau spectacle et d'offrir une petite parenthèse de joie et de rêve comme ça aux gens, au-delà de ça, on sait que tous les bénéfices récoltés vont aider un orphelinat au Congo. Certains se pressent devant les grilles avant même leur ouverture. Depuis 25 ans, le festival de bande dessinée de Buc ne cesse d'accueillir de plus en plus de passionnés. Cette année, plus de 8000 spectateurs ont répondu présents et parmi eux, Didier de Bernardi, qui ne raterait pour rien au monde ce rendez-vous. Nicolas Dandry l'a suivi. Il prend une série au long cours comme Torgal, il perd sa femme, il part à sa recherche, il la retrouve, c'est son fils qui disparaît. Entre BD Fil, on parle bien sûr de BD. En 25 ans, Didier de Bernardi n'a raté qu'un seul festival de Buc. Cette année encore, il fait partie des premiers de la file. Il y a certains auteurs qui sont difficiles à avoir, qui sont rares, et donc il faut être dans les premiers, sinon après on passe la journée pour un seul auteur, quoi. Didier espère compléter sa collection. Il possède plus de 5000 ouvrages. Une passion qu'il partage avec des auteurs devenus pour certains des amis. Un regard amusé, attendri aussi, parce que c'est le phénomène des gens qui sont vraiment passionnés par la BD et tout. Et Didier, en fait, je l'ai connu lors d'une dédicace au château de Versailles, organisée pour le personnel par un autre garde surveillant, je ne sais pas comment il faut dire, de Versailles, qui nous avait fait venir. Didier est un amoureux des comics et de la BD franco-belge. Ce dimanche, il veut rencontrer Olivier Schwartz, dessinateur français. Je l'ai connu par une série qui s'appelait L'Inspecteur Bayard, qui était destinée aux enfants, qui paraissait dans Okapi. Et Olivier Schwartz est devenu un des dessinateurs de la série Spirou.
Et donc maintenant, il est beaucoup plus connu qu'avant, quand il dessinait juste l'inspecteur Bayard, où c'était facile de le voir. Là, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Je mettais autant d'énergie et d'amour dans ce que je faisais pour Bayard ou pour les choses que j'ai fait avant. Cette dédicace va rejoindre la collection de Didier. Ce passionné en possède aujourd'hui plus de 3000. En 1811, le domaine de Rambouillet est un petit pavillon de chasse, un lieu de retraite privilégié à l'époque. L'empereur Napoléon Ier s'y prélasse en automne de cette même année et c'est un épisode que la ville, la bergerie nationale et le château ont choisi de faire revivre. Anne-Claire Nérol, vous êtes la chargée d'action éducative du château et ce week-end, ça va être une vraie plongée historique. Oui, alors l'objectif, c'est vraiment effectivement de transporter les visiteurs à l'époque de Napoléon Ier à Rambouillet. Et pour ça, on a tous ensemble, donc la ville, le Centre des Monuments Nationaux qui gère le château et la Bergerie Nationale, on a vraiment voulu créer une histoire. Et effectivement, on veut transporter le public en l'année 1811, une époque qui est très prospère pour l'empereur, parce que il vient juste de fêter la naissance de son premier et unique héritier, donc une belle fête à cette occasion. Et on peut s'imaginer qu'effectivement, quand il vient à Rambouillet, il veut profiter de cette famille et de la naissance de son jeune fils. Est-ce qu'à Rambouillet, il y a un riche patrimoine napoléonien qu'on ignorerait peut-être? Alors, il y a un riche patrimoine napoléonien et la ville a voulu vraiment le mettre en avant en obtenant la marque de ville impériale, justement. Donc, on a le château avec des appartements d'époque Napoléon qui présentent des éléments vraiment sublimes comme la salle de bain de Napoléon Ier qui est parfaitement conservée, conservée surtout, c'est important. Et puis, il y a ce palais du roi de Rome. Donc, c'est l'ancien hôtel du gouvernement du XVIIIe siècle qui a été restauré, qui est aujourd'hui un musée, qui a été restauré justement à la demande de Napoléon pour le jeune roi de Rome qui vient de naître. Alors, à chaque site, son histoire, plus ou moins, ou plutôt sa catégorie sociale. Le château, on s'en doute, c'est surtout la cour, la bourgeoisie. La vie populaire, c'est plutôt du côté de la bergerie. Ça sera représenté par les activités présentes, notamment. Oui, c'est ça. Alors, l'idée, c'était toujours de travailler autour de cette histoire. Donc, imaginez, Napoléon est à Rambouillet, on est en 1811, dans son château, on va assister à des scènes de vie quotidienne, des initiations de danse, des intermèdes de théâtre, de la musique. Et puis, il y a sa garde impériale, donc c'est vraiment ces gardes rapprochés qui sont au pied du château, dans le bivouac, ils attendent les ordres de l'empereur. Et il y a surtout la grande armée qu'il faut pouvoir loger quelque part. Et sur le domaine de Rambouillet, on se dit, tiens, il y a de l'espace à la bergerie impériale, aujourd'hui bergerie nationale. Et donc, on va pouvoir assister à toutes les écoles de soldats, les écoles de cavalerie, les écoles de tambour et autres à la bergerie. Et vous savez, quand l'armée s'installait quelque part, et ça c'est vrai pour toutes les périodes de l'histoire, quand l'armée s'installe quelque part, il y a une vraie vie populaire qui se crée tout autour. Il y a un village qui se crée presque autour c'est ça. Les artisans se disent, tiens, on va avoir des clients là. Donc, il y a toute cette vie populaire qui émerge et qui va être mise en avant à la Bergerie nationale. Alors, qui dit époque napoléonienne dit costume. J'imagine que vous avez dû faire appel à des associations, des professionnels. Ouais. Tout le monde va être costumé. Alors, on va laisser aux professionnels et aux passionnés les costumes. Alors, on a 250 intervenants costumés sur l'ensemble des sites, donc c'est quand même énorme. Ce sont des gens qui sont passionnés. Donc, il y a des entreprises, mais il y a aussi beaucoup d'associations. Et puis, nous qui allons accueillir le public, évidemment, on sera en tenue d'accueil et de surveillance pour pouvoir justement les accueillir et faire la différence entre toutes ces animations historiques qui seront vraiment d'une grande qualité parce qu'on a sélectionné des associations et des entreprises qui sont reconnues dans ce domaine-là pour pouvoir surtout interagir avec le public et échanger leur passion. C'est vraiment le cœur du sujet, c'est de transporter dans l'époque, mais aussi d'apprendre et de découvrir. Et parmi les découvertes, ce qu'on va pouvoir apprendre, c'est de danser comme à l'époque. Oui. Alors, parce que ça avait une petite particularité. On parle souvent de Louis XIV, on est proche de Versailles. J'imagine qu'à l'époque de Napoléon, il y avait aussi les codes. Alors, il y a des codes, il y a des nouvelles danses qui apparaissent. Et au château, effectivement, il y aura un maître à danser qui sera là, qui apprendra à la famille impériale à danser. Donc là, on invite le public à se joindre à la famille impériale pour apprendre à danser. Et à la bergerie, comme on évoque la vie populaire,
c'est pareil. On va avoir du coup des initiations, mais plutôt de danse populaire avec un bal populaire à la fin de la journée du samedi, il me semble. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir un autre aspect au Palais du Roi de Rome, puisqu'ils ont fait appel à la compagnie du Zèbre à Bretelles, qui va là présenter des chansons populaires. Donc ça va permettre vraiment d'avoir un aperçu global de cette époque. Alors, une petite particularité pour les places, il faut passer par une plateforme, mais ceux qui découvriraient l'événement au dernier moment, est-ce qu'ils peuvent quand même se présenter ce week-end? Oui, alors effectivement, on a opté pour une vente en ligne via Ticketmaster de passes, qui permettent vraiment d'avoir accès tout au long de la journée aux 3 sites. Et à côté de ça, oui, toutes les personnes qui vont se présenter le jour J sans avoir été informées de l'événement, eh bien, vont pouvoir acheter des billets, mais par contre, ce sont des billets qui seront par site. Voilà, ils achèteront le billet du château, le billet de la bergerie et le billet de la ville. Merci Anne-Claire Nérol. Merci à vous. Les animations historiques autour de l'empereur Napoléon Ier, c'est ce week-end, les 13 et 14 octobre. On part faire un mélange entre musique et danse. Isabelle Olivier est une harpiste de jazz, Yves Radia, un danseur de hip-hop. Leur art, au premier abord éloigné, se lie le temps d'une création. In Between parle de l'entre-deux, du mélange. Ils seront sur la scène de la ferme de Belle-et-Bas la semaine prochaine. Nicolas Dandry pour les images. C'est la rencontre de 2 mondes, le jazz et le hip-hop, la harpe et la danse. Avec In Between, Isabelle Olivier et Yves Radia font tomber des barrières. À l'origine, un album de la musicienne sur son séjour outre-Atlantique. Je me suis installée à Chicago il y a 6 ans et d'expérimenter cette page blanche quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît personne, qu'on n'a pas le droit de travailler, comment on construit un projet artistique et qu'effectivement, quand on est de 2 continents différents, on est vraiment différents. En ce qui me concerne, la lisière, ça fait écho à l'entre-deux. C'est un petit peu une situation dans laquelle je me suis retrouvé de par mes racines. Bien sûr, je suis de nationalité française, mais d'origine multiple. Et je me suis retrouvé d'emblée dans une forme d'entre-deux. Un entre-deux espagnol et mauritanien dans lequel Yves Radia puise sa matière chorégraphique. Isabelle Olivier se nourrit de ses expériences internationales. Ils se rencontrent il y a plus d'1 an. La curiosité, puisqu'elle est au centre de ma démarche en tant que danseur et chorégraphe. C'est-à-dire, j'affectionne de me confronter à des univers différents, des écritures, des pensées différentes. Une rencontre, un duo qui se développe. Pour In Between, 3 autres musiciens rejoignent le plateau. On a 1001 facettes dans ce spectacle. Il y a des liens qui se construisent au fur et à mesure des jours de répétition entre chaque musicien et IFRA, entre des groupes de musiciens et IFRA. Et je crois que les 1001 facettes apparaissent au fur et à mesure du spectacle et que le spectateur voyage dans un univers qui n'est ni de la danse ni de la musique, mais un univers presque extraterrestre. On perd ses repères en fait. Une discussion entre 2 arts qui deviennent universels. Les artistes souhaitent emmener les spectateurs en voyage. Un appel au partage. « 90 artistes réunis dans un même événement, c'est le 14e Festival Hélium, les parcours d'artistes. Ils exposent de manière collective ou reçoivent au sein même de leur atelier. Et c'est le cas de notre invité, Patrick Pogu. Bonjour. Bonjour. Vous avez choisi, vous, d'ouvrir les portes de votre atelier. C'est pas la première fois, mais pourquoi ? C'est un moment magnifique de participer à ce parcours Hélium parce que on ouvre notre atelier, on reçoit des amateurs d'art parce que ce sont des gens qui sont tout à fait intéressés. S'ils se déplacent, ils sont intéressés et ils font un parcours qui regroupe 90 artistes sur 30 communes et sur 40 lieux. Et oui, parce que c'est le parc naturel qui regroupe tout le monde. C'est essentiellement centré sur le parc naturel. Maintenant, ça déborde un petit peu sur l'Essonne, parce que bon, ça a du succès. Et c'est un moment vraiment important, parce que
les gens qui viennent nous visiter sont pas des contemplatifs, enfin ne sont pas que des contemplatifs. Ils viennent pour échanger. Ils viennent pour échanger, ils viennent pour comprendre comment on fait et échanger sur nos œuvres. Et vous, en tant qu'artiste, parce qu'en général un artiste travaille seul, surtout dans la peinture, j'imagine que c'est important d'échanger. Vous vous nourrissez aussi peut-être de leurs réflexions, de leurs questionnements. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant. Un parcours comme celui-ci, il réunit tellement de beaux sites, parce que les sites sont magnifiques. Il y a des ateliers évidemment, mais il y a également des sites collectifs qui sont tous des vraies petites perles, comme la Maison des Bonheurs. Et là, à la Maison des Bonheurs, à Magny, il y aura 2 artistes également. Donc c'est toujours un moment tout à fait sympathique. Justement, ça a commencé le week-end dernier, c'est toujours sur 2 week-ends. Est-ce que les curieux étaient au rendez-vous? Quelles étaient leurs questions le week-end dernier? Moi, j'ai toujours une question qui revient, qui est un peu une question bateau à laquelle je ne sais pas répondre. C'est toujours combien de temps il vous faut pour faire une aquarelle? Bon, alors ça, c'est comme il me faut entre 2 jours et 2 mois, j'ai pas vraiment la réponse. J'imagine que ça dépend du modèle, ça dépend du format, ça dépend de votre inspiration. Voilà. Alors ça dépend de beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Ça dépend du modèle, ça dépend du format. Moi, ma démarche, ça part toujours d'un coup de cœur. Alors un coup de cœur sur un paysage, un profil, une attitude, enfin quelque chose qui esthétiquement vous séduit. Et puis derrière, ça ne me suffit pas. Il me faut une espèce de défi à relever. Par exemple, je suis allé au musée du train à Metz il y a quelque temps, où ils exposent des trains et des locomotives. Il y avait des locaux à vapeur extraordinaires, et vraiment j'avais envie de faire une aquarelle sur les locaux à vapeur. Mais bon, j'avais pas envie d'en faire une nature morte. J'avais plutôt envie d'en faire quelque chose de vivant. Et j'ai eu l'idée à un moment donné, donc peut-être 1 an après cette visite, de travailler la vapeur et comment faire de la vapeur à l'aquarelle. Et ben voilà, quand j'ai été prêt à faire un train à vapeur, je me suis lancé. Et c'était un défi. Un autre exemple de défi, par exemple... voilà, le tableau, on allait en venir, parce que je voudrais juste avant qu'on parle, parce que vous avez prononcé le mot aquarelle, c'est votre technique, et vous y rajoutez un petit plus, vous travaillez avec de l'eau. Vous aimez travailler dans le mouillé, ce que vous nous confiez l'an dernier. Qu'est-ce que c'est? Oui, il y a 36 façons de faire de l'aquarelle, mais moi, celle qui me séduit le plus, c'est lorsqu'on commence par mouiller toute la feuille. Et on pose des pigments. Alors on a tout préparé dans sa tête. Bien avant, on a étudié, on a dessiné, on a travaillé les contrastes, on a fait, tout est prêt dans la tête. Ça peut demander beaucoup de temps. Mais au moment où on va commencer à mouiller la feuille, là on a à peu près 2 heures pour travailler, pas plus. C'est limité. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut retoucher un petit peu, etc. Mais tout sera dit et tout sera soit raté, soit réussi en 2 heures. Et alors, est-ce que cette œuvre, elle fait partie de cette technique? Exactement. C'est-à-dire que là, vraiment, j'ai mouillé toute la page, toute la feuille, et j'ai commencé à poser mes rouges, j'ai protégé les blancs, évidemment, j'ai mis mes verts, mes jaunes, etc. Et puis ensuite, j'ai surtout essayé de garder les lumières, c'est-à-dire les blancs. Parce que les blancs, ils sont purs, hein, c'est le papier, c'est tout simplement. Et alors, ce qui est intéressant, là, il y a eu un vrai, j'appelle ça un cadeau du ciel de temps en temps. À un moment où je m'y attendais pas, vous voyez cette grande auréole qui quelquefois est un défaut dans une aquarelle. Mais là, ça devenait quelque chose qui embrassait les quelques fleurs. Et donc, j'ai gardé ça, évidemment. Donc, c'est ça, c'est la technique de l'aquarelle, c'est garder les cadeaux que vous font les pigments avec l'eau et essayer de corriger les défauts s'il y en a. Et alors cette aquarelle, elle a quelque chose de particulier. Vous savez qu'en général, on présente les aquarelles sous un verre, parce que l'aquarelle, c'est une peinture à l'eau, donc évidemment, c'est extrêmement fragile. Donc on met un verre. Alors ce verre, il a tous les défauts. Ce verre, il a des reflets.
il éteint les couleurs. Il est lourd et il se casse. On casse beaucoup de verre quand on est aquarelliste. Et donc, un des challenges, je vous disais, moi j'aime bien avoir un défi, un challenge en même temps qu'une aquarelle à faire. Et c'était de supprimer le verre. Et vous voyez, sur cette aquarelle, eh bien, il n'y a plus de verre. Ça ne bouge pas. Elle date de quand, cette toile? Elle a maintenant 3 ans. Et elle ne bouge pas du tout. Donc, il y a quelques aquarellistes qui vernissent. J'ai pris le vernis de ces aquarellistes qui ont déjà une expérience et j'ai développé mon processus parce que le processus n'est pas mis sur les tutoriels qui sont disponibles. Et donc j'ai développé ce processus et maintenant j'arrive à présenter des aquarelles sans verre, sans rien. Si j'utilisais un terme un peu pompeux, je dirais qu'on retrouve la quintessence de l'aquarelle. En plus, depuis tout à l'heure, on a l'impression que vous êtes un professionnel. Non, vous êtes un amateur averti. Oui, bien sûr. Vous avez développé vos techniques sans cours. Je suis autodidacte, oui. J'ai commencé à faire de l'huile, j'ai fait du pastel, j'ai fait même un peu de sculpture, du dessin, bien sûr. Et quand j'ai touché à l'aquarelle, j'ai été tout de suite séduit parce qu'il y a un côté tout à fait imprévu qui se présente à vous et ça aide à la création. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans l'aquarelle. Merci Patrick Pogu, le temps file à une vitesse. Alors le parcours d'Atelier 2018 se déroule les 13 et 14 octobre prochains. Rendez-vous sur le site internet pour ne rien rater. Les rendez-vous chez d'autres artistes ou chez vous-même pour tout connaître. On passe maintenant à notre page agenda. À la Meurise, le concert prévu le 19 octobre est annulé. C'est la décision prise par l'artiste lui-même, This Is La Peste. La salle Trappiste invite les détenteurs de billets à les contacter pour échanger les places ou se les faire rembourser. Une nouvelle exposition au Centre Alfred de Vigny à Voisins-le-Bretonneux. Les clichés de Laetitia Guichard ont laissé place aux œuvres de Brigitte Whitechurch. Tout est à découvrir dans la galerie d'Alfred dès le 10 octobre. Vous avez un talent pour faire rire les gens, vous rêvez de monter sur scène. Le Prisme et TV 78 organise un plateau d'humour. Papy et Julie Chaise ont un message pour vous, écoutez. Est-ce que tu aimes rire ? Je ne fais que ça. Je ris à gorge déployée. Mais il me manque encore des choses. Je sens qu'il y a du potentiel. Et ce qui est super, c'est qu'au Prisme, que tu as dit, on va faire un plateau d'humour. Ah ouais. On va aller chercher des humoristes un peu partout qui vont venir sur ce plateau, se donner à voir, se faire entendre, faire rire les gens. Et ça sera le 4 décembre. Ah oui, on est dans le bio, on est dans le local, on est dans le circuit court et même dans l'humour. C'est pour ça qu'on attend vos vidéos, vos propositions. Tout à fait. Des petites vidéos d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes max. Ok. Attention. Au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, on joue avec la voix. Geoffroy Jourdain met en scène 4 chanteuses lyriques. Pas de partition, pas de règles de solfège. Elles interprètent berceuse ancestrale, formule chamanique et appel de berger extrait. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro.